Juin 1967. Le Moyen-Orient est au bord de l'explosion. L'Égypte masse 100 000 soldats dans le Sinaï. La Syrie mobilise ses forces au nord. La Jordanie signe un pacte de défense avec le Caire. Israël se retrouve encerclé par des armées équipées de matériel soviétique moderne. Mais dans les sous-sols de Tel Aviv, une unité secrète prépare l'opération qui changera tout. En seulement 6 jours, une guerre qui devait durer des semaines sera terminée. Comment? La réponse se trouve dans l'intelligence militaire, la désinformation stratégique et l'attaque aérienne la plus dévastatrice de l'histoire moderne. Mai 1967. La température politique au Moyen-Orient atteint un point de rupture. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser ordonne le retrait des forces de maintien de la paix des Nations Unies du Sinaï, une zone démilitarisée depuis la crise de Suez de 1956. Le 22 mai, il franchit une ligne rouge. Il ferme le détroit de Tiran, bloquant l'accès maritime d'Israël à la mer Rouge. C'est un acte de guerre selon le droit international. Sur les pistes d'atterrissage égyptiennes, les MiG-21 et MiG-17 se multiplient. L'Union soviétique a livré des centaines d'appareils de combat. L'Égypte possède maintenant 420 avions de combat opérationnels, 30 bombardiers T-16 capables d'atteindre Tel Aviv, 40 bombardiers IL-28, plus de 90 MiG-21, les chasseurs les plus modernes de l'arsenal soviétique. Dans le Sinaï, 950 chars T-54 et T-55 avancent vers la frontière israélienne. 100 000 soldats égyptiens se déploient en 2 lignes défensives massives. Les services de renseignement israéliens détectent des vols de reconnaissance au-dessus de Dimona, le site nucléaire secret du Negev. La menace est réelle et immédiate. À Damas, la Syrie aligne ses forces le long du plateau du Golan. À Amman, le roi Hussein de Jordanie signe un pacte de défense mutuelle avec l'Égypte le 30 mai, plaçant ses forces sous commandement égyptien. L'étau se resserre. Mais dans les bureaux de l'unité 848, ancêtre de la célèbre unité 8200, des spécialistes du renseignement électronique travaillent jour et nuit. Depuis les années 50, cette unité intercepte et déchiffre les communications arabes. Ils ont craqué le code protégeant les transmissions entre Nasser et son chef d'état-major, Abdelhakim Amer. Chaque conversation militaire égyptienne est écoutée, analysée, archivée. Les Israéliens connaissent l'emplacement exact de chaque avion égyptien, le nom et le rang de chaque pilote, même le timbre de leur voix. L'unité 848 a aussi placé des dispositifs d'écoute en territoire égyptien. Ces équipements sophistiqués captent les moindres transmissions radio et téléphoniques. Le général Aharon Yariv, chef du renseignement militaire, compile ces informations dans des dossiers ultra-secrets. L'infrastructure de défense égyptienne présente des failles béantes, pas de hangars renforcés pour protéger les avions, des systèmes radars obsolètes, des procédures de communication prévisibles. Les pilotes israéliens reçoivent des briefings d'une précision inouïe. Ils mémorisent la disposition exacte de chaque base aérienne égyptienne. Dans le désert du Negev, l'armée de l'air israélienne a construit des maquettes grandeur nature des aérodromes ennemis. Les équipages s'entraînent encore et encore, chronométrant chaque manœuvre. Les mécaniciens au sol perfectionnent leur technique, ravitailler et réarmer un chasseur en 7 minutes 30 secondes. C'est du jamais vu. Le général Mordecai Hod, commandant de l'armée de l'air israélienne, peaufine l'opération Moked, Focus en français. Conçue depuis 1964, cette opération vise à détruire l'aviation égyptienne au sol avant qu'elle ne puisse décoller. Le plan est audacieux, presque suicidaire, envoyer 198 des 200 avions israéliens à l'attaque, ne laissant que 12 chasseurs pour défendre l'espace aérien national. Tout repose sur la surprise absolue et la coordination parfaite. Le 4 juin, dans la nuit, les derniers préparatifs sont effectués. Les Dassault Mirage 3 CJ, chasseurs Delta français capables de dépasser Mach 2, sont alignés sur les pistes. Les Mystère 4, les Super Mystère, même les vieux Ouragan et les avions d'entraînement Fouga Magister sont mobilisés. Chaque appareil compte. L'aviation israélienne ne possède que 203 avions de combat. Face à eux, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie et l'Irak totalisent environ 600 appareils de combat. Sur le papier, Israël est surpassé. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Si vous êtes fasciné par ces préparatifs stratégiques, écrivez Moked dans les commentaires et abonnez-vous à l'énigme militaire pour ne rien manquer de la suite de cette histoire extraordinaire. Et n'oubliez pas de laisser un like. Derrière le succès militaire israélien se cache une arme invisible mais décisive, l'unité 848, le bras secret de l'interception des signaux et du déchiffrement des codes.
Créée au début des années 1950 comme une petite cellule d'écoute durant le mandat britannique, cette unité s'est transformée en une machine de guerre électronique redoutablement efficace. Son équivalent américain, la NSA, l'Agence de sécurité nationale. Au départ, l'unité portait le nom de Shirut Modi'in II. Elle changeait régulièrement de nom pour des raisons de sécurité, unité 515 puis unité 848. En 1967, elle emploie des centaines de spécialistes, linguistes parlant l'arabe, le russe et l'anglais, mathématiciens cryptographes, techniciens radio, analystes militaires. Leur quartier général se trouve au camp Glilot, au nord de Tel Aviv. Des postes d'écoute sont disséminés sur les hauteurs d'Israël, des antennes pointées vers l'Égypte, la Syrie, la Jordanie. Dans les mois précédant la guerre, l'unité 848 intercepte chaque communication entre le Caire et les commandants militaires dans le Sinaï. Ils ont craqué le chiffrement protégeant les conversations entre Nasser et son ministre de la Défense, le maréchal Abdel Hakim Amer. Chaque ordre, chaque discussion tactique, chaque mouvement de troupes est connu à Tel Aviv avant même d'être exécuté sur le terrain. L'unité utilise du matériel de surveillance sophistiqué, en partie fourni par les États-Unis, en partie développé localement. Des appareils d'enregistrement magnétique capturent les conversations radio. Des ordinateurs primitifs mais efficaces analysent les patterns de communication. Les Israéliens connaissent les fréquences utilisées par l'aviation égyptienne, les codes de communication des bases aériennes, les procédures d'alerte. Un détail crucial émerge des écoutes. Chaque matin, les pilotes égyptiens effectuent des patrouilles à l'aube, entre 4h et 7h30, puis ils retournent à leur base pour le petit déjeuner. Entre 7h45 et 8h30, presque tous les pilotes mangent. C'est une fenêtre de vulnérabilité parfaite. Un jeune analyste de 19 ans propose de retarder l'attaque israélienne pour profiter de ce moment. Étonnamment, les généraux écoutent. Cette recommandation sauvera des dizaines de vies israéliennes et déterminera le résultat de la guerre. L'unité 848 ne se contente pas d'écouter, elle pratique aussi la désinformation active. Des émetteurs israéliens diffusent de fausses communications sur les fréquences égyptiennes. Avant l'attaque du 5 juin, des avions d'entraînement à hélices simulent les communications des chasseurs à réaction, permettant aux vrais avions de combat de rester silencieux pendant leur maintenance. Le matin de l'attaque, ces mêmes leurres masquent l'assemblage des formations d'attaque. Les Égyptiens, eux, se croient en sécurité. Leur système de radar balaie l'horizon, mais les Israéliens connaissent leurs angles morts. Les stations radar égyptiennes sont positionnées pour détecter des menaces venant de l'Est, de la frontière directe avec Israël. Personne n'anticipe une approche par la Méditerranée, par le Nord. Cette erreur sera fatale. Le 4 juin au soir, le maréchal Amer et le général Mohamed Sidki Mahmoud, chef d'état-major de l'armée de l'air égyptienne, montent à bord d'un Ilyushin Il-14 pour inspecter les forces dans le Sinaï. Pour protéger leur avion, toutes les batteries anti-aériennes égyptiennes reçoivent l'ordre de ne pas tirer. 100 installations de défense aérienne sont neutralisées par précaution. L'unité 848 intercepte cet ordre. L'information remonte immédiatement au commandement israélien. C'est une aubaine inespérée. Les défenses égyptiennes seront partiellement aveugles au moment critique. À Amman, un radar jordanien sophistiqué détecte les avions israéliens qui décollent le 5 juin au matin. L'officier de service transmet immédiatement le code INAB, raisin, signifiant guerre, au quartier général. Le message est relayé au ministre égyptien de la Défense au Caire. Mais il y a un problème. Les Égyptiens ont changé leur code la veille sans en informer les Jordaniens. Le message n'est pas compris. De plus, le ministre de la Défense s'est couché quelques heures plus tôt avec l'ordre strict de ne pas être dérangé. L'alerte ne parvient jamais aux bonnes personnes. L'unité 848 ne se limite pas à l'écoute passive. Elle cartographie l'ensemble du réseau de communication ennemi. Les analystes savent exactement combien de temps il faut pour qu'un ordre passe du Caire aux unités sur le terrain. Ils connaissent les protocoles d'alerte, les chaînes de commandement, les délais de réaction. Cette connaissance intime de l'appareil militaire adverse donne à Israël un avantage stratégique immense. Dans les salles sécurisées du camp Glilot, les derniers rapports arrivent. Les avions égyptiens sont concentrés par type sur des bases spécifiques. Tous les Tu-16 à une base, tous les MiG-21 à une autre. Aucun hangar renforcé ne les protège.
Ils sont stationnés sur des aires de tarmac en plein air, parfaitement vulnérables. Les Israéliens ont même repéré les avions factices, les leurs en contreplaquet censés tromper les attaquants. Les pilotes ont pour instruction de les ignorer. L'intelligence est si précise que les attaquants ne gaspilleront pas une seule bombe sur une cible factice. Les secrets de la guerre moderne se trouvent souvent dans les ombres électroniques, là où les codes sont brisés et les communications interceptées. Continuez à suivre pour découvrir comment cette supériorité informationnelle sera utilisée. 5 juin 1967, 7h14, heure israélienne. Sur les bases aériennes de Ramat David, Tel Nof, Hatzerim et une dizaine d'autres installations, les moteurs rugissent. Les pilotes ont pris leur dernier briefing à 4 heures du matin. Ils connaissent leur cible par cœur. El Arish, Bir Gafgafa, Kabrit, Inchas, Cairo Ouest, Beni Souef, Faïd. 18 bases aériennes égyptiennes vont être frappées simultanément. À 7h45 précise, 183 avions israéliens pénètrent l'espace aérien égyptien. Pas un seul mot radio n'est prononcé. Silence absolu. Si un appareil rencontre un problème mécanique, le pilote ne peut appeler à l'aide. Il devra s'éjecter en mer et espérer être récupéré. La surprise est prioritaire absolue. Les formations volent à 15 mètres d'altitude, parfois moins. Certains pilotes racontent avoir vu les vagues de la Méditerranée défiler sous leur cockpit. Cette altitude ultra-low les rend invisibles aux radars égyptiens, calibrés pour détecter des menaces à plus haute altitude. Les missiles sol-air SAM-3 soviétiques sont inefficaces en dessus de 4000 pieds. Les Israéliens volent bien plus bas. La plupart des formations décollent et se dirigent vers l'ouest, vers la mer. Les Égyptiens qui pourraient les détecter pensent qu'il s'agit de patrouilles maritimes de routine. Après 18 minutes de vol vers l'ouest, les escadrons pivotent brutalement vers le sud. Destination, l'Égypte. Les trajectoires sont calculées pour éviter toute zone de surveillance connue. Chaque détail a été prévu depuis des années. Dans le ciel égyptien, les dernières patrouilles de MiG-21 viennent d'atterrir à 7h35. Les pilotes descendent de leur cockpit, retirent leur casque, marchent vers les messes. Dans toute l'Égypte, des centaines de pilotes sont attablés devant leur petit déjeuner. Thé, pain, fromage blanc. Personne ne regarde le ciel. Les commandants militaires sont en route vers leur bureau au Caire. La plupart n'arriveront qu'à 8 heures. C'est le moment parfait. 7h45. Les formations israéliennes remontent brusquement à 9000 pieds et plongent sur leur cible. 4 avions par base dans la première vague. 10 bases attaquées simultanément. La précision est chirurgicale. Les pilotes voient exactement ce qu'ils ont mémorisé lors des briefings. Les hangars au nord, les aires de stationnement au sud-est, les tours de contrôle, les dépôts de carburant, les premières bombes tombent. Mais ce ne sont pas des bombes ordinaires. Les Israéliens ont développé une arme spéciale anti-piste. Quand l'avion quitte l'avion, une rétrofusée freine sa trajectoire horizontale. Puis une seconde fusée l'accélère verticalement vers le sol. La bombe pénètre le béton de la piste avant d'exploser. L'explosion crée un cratère au-dessus d'un effondrement souterrain massif. Impossible de simplement combler le trou. Il faut découper et retirer toute la section de piste endommagée avant de reconstruire. Les réparations prendront des jours, pas des heures. En quelques minutes, les pistes de 10 bases égyptiennes sont criblées de cratères. Les avions égyptiens au sol sont pris au piège. Même s'ils voulaient décoller, ils ne le peuvent plus. C'est là que commence la chasse. Les chasseurs israéliens passent en mode mitraillage. Ils volent à basse altitude le long des rangées d'appareils stationnés. Les canons de 30 mm crachent, les MiG-21 explosent, les Tu-16, énormes bombardiers à long rayon d'action, sont déchiquetés. Les IL-28 prennent feu. 2 mitraillages par avion, parfois 3 si le temps le permet. Les pilotes israéliens suivent leur entraînement à la lettre. Ils ignorent les leurs en contreplaquet, leur briefing indiquait exactement où ils se trouvaient, et concentrent leur feu sur les vrais appareils. À la base de Cairo Ouest, 9 des 18 bases prévues dans la première vague, les explosions se succèdent. Un immense nuage noir monte dans le ciel. Le général Sidki, toujours à bord de son IL-14, voit cette colonne de fumée au loin. Il ne comprend pas encore ce qui se passe. À 8h45, la première vague israélienne retourne à ses bases. Les mécaniciens au sol entrent en action. Chronomètre en main, ils ravitaillent et réarment les appareils en 7 minutes 30. C'est un record mondial. Les pilotes ne descendent même pas de leur cockpit. On leur apporte de l'eau, un sandwich rapide. Les bidons de kérosène se vident dans les réservoirs, les techniciens accrochent de nouvelles bombes sous les ailes. 7 minutes 30 plus tard, les mêmes avions redécollent.
La deuxième vague frappe 14 nouvelles bases égyptiennes entre 8h45 et 10h35. Cette fois, l'effet de surprise a disparu. Quelques batteries antiaériennes réagissent. La résistance est modérée mais réelle. Les Israéliens perdent quelques appareils. Mais le mal est fait. L'aviation égyptienne est en train d'être anéantie. L'IL-14, transportant le maréchal Amer et le général Sidki, tourne en rond dans le ciel égyptien. Ils essaient d'atterrir, mais toutes les pistes sont détruites. La base d'Inchas, cratère partout. Faïd, inutilisable. Cairo-Ouest, en flammes. Pendant 2 heures, les 2 plus hauts responsables militaires égyptiens sont hors de contact avec leurs troupes. Ils ne peuvent ni donner d'ordre, ni recevoir d'informations. L'avion finit par se poser à l'aéroport international du Caire à 9h45. Quand Amer descend de l'appareil, il découvre l'ampleur du désastre. À 10h35, la 3e vague israélienne décolle. À ce moment-là, les forces aériennes de Syrie, de Jordanie et d'Irak tentent d'intervenir. Elles bombardent des cibles israéliennes, notamment la station balnéaire de Netanya et l'aérodrome de Kefar-Sirkin. Mais leurs attaques sont inefficaces et mal coordonnées. L'armée de l'air israélienne diversifie immédiatement une partie de ses appareils vers ces nouvelles menaces. À midi, les bases aériennes syriennes, jordaniennes et irakiennes subissent le même traitement que les égyptiennes. En 3 heures ce matin-là, l'Égypte a perdu 286 de ses 420 avions de combat. Tous les 30 Tu-16 sont détruits. 27 des 40 IL-28 sont en flammes, 12 Su-7, plus de 90 MiG-21, 20 MiG-19, 25 MiG-17, 32 appareils de transport et hélicoptères partis en fumée. 18 bases aériennes sont hors de service. 23 stations radars et sites de missiles anti-aériens sont détruits. Israël a perdu 19 avions. Cette attaque aérienne reste l'une des plus réussies de l'histoire militaire moderne. Si vous trouvez cette précision tactique fascinante, poursuivez jusqu'à la fin pour découvrir les conséquences géopolitiques de ces quelques heures décisives. 6 juin 1967, 2e jour de la guerre. Dans une salle sécurisée de l'unité 515, nouveau nom de l'unité 848, des techniciens portant des casques audio captent soudain une communication inhabituelle. C'est une ligne téléphonique cryptée entre le Caire et Amman. Les voix sont immédiatement identifiées. Gamal Abdel Nasser, président de l'Égypte, et le roi Hussein de Jordanie. La conversation est stupéfiante. Nasser, dont l'aviation vient d'être pulvérisée, ment délibérément à Hussein. Il affirme que l'armée de l'air égyptienne bombarde sans relâche les aérodromes israéliens. Il prétend que ses forces remportent des victoires. Hussein, qui ne connaît pas l'ampleur du désastre égyptien, le croit. Nasser l'encourage à escalader le conflit, espérant que l'engagement jordanien soulagera la pression sur l'Égypte. Puis Nasser propose quelque chose d'encore plus audacieux, un communiqué conjoint affirmant que des avions américains et britanniques, décollant de porte-avions en Méditerranée, participent aux attaques contre l'Égypte. C'est un mensonge pur et simple, conçu pour transformer un conflit régional en crise internationale. Nasser espère que cette accusation forcera l'Union soviétique à intervenir, conformément à l'accord de défense mutuelle entre Moscou et le Caire. Dans les minutes qui suivent, les stations de radio du Caire, d'Amman et de Damas diffusent cette fausse information. L'ambassadeur égyptien à Moscou répète l'allégation au Kremlin. La propagation est rapide. Le monde entier risque de basculer dans une confrontation entre superpuissances. Au quartier général israélien, le général Aaron Yariv, chef du renseignement militaire, reçoit l'enregistrement de la conversation. Il s'oppose fermement à sa divulgation. Révéler cet enregistrement exposerait les capacités d'interception d'Israël. L'unité 515 perdrait son avantage. Les codes seraient changés, les communications sécurisées autrement. Mais le ministre de la Défense, Moshe Dayan, voit plus loin. Dayan ordonne la diffusion de l'enregistrement sur Radio Tsahal, la radio de l'armée israélienne. C'est la première fois qu'Israël divulgue publiquement une conversation interceptée. L'impact est immédiat. Le mensonge de Nasser est exposé devant le monde entier. Le roi Hussein réalise qu'il a été manipulé. L'Union soviétique, confrontée aux preuves, reste à l'écart du conflit. La fabrication s'effondre en quelques heures. Cette décision de Dayan illustre un principe fondamental de la guerre de l'information. Parfois, révéler vos capacités vaut plus que les garder secrètes. En exposant le mensonge de Nasser, Israël empêche l'internationalisation du conflit. L'URSS ne viendra pas sauver l'Égypte. Les États-Unis n'ont pas besoin de s'impliquer militairement pour défendre Israël.
Mais l'interception des communications continue. Pendant les 6 jours de guerre, l'unité 515 enregistre chaque ordre militaire égyptien, syrien, jordanien. Les commandants israéliens sur le terrain reçoivent des mises à jour en temps réel sur les mouvements ennemis. Quand les forces égyptiennes se replient à travers le Sinaï, les Israéliens connaissent leurs itinéraires de retraite. Les colonnes de véhicules égyptiens essayant de fuir vers le canal de Suez sont repérées, suivies et détruites par l'aviation israélienne. Le 7 juin, 3e jour de la guerre, l'aviation israélienne détruit des centaines de véhicules égyptiens piégés dans les passes étroites du Sinaï. Les communications interceptées révèlent le chaos dans les rangs égyptiens. Les ordres se contredisent, les unités sont coupées de leur commandement. La retraite se transforme en déroute. La Jordanie, qui avait attaqué Jérusalem-Est et la Cisjordanie en se basant sur les fausses affirmations de Nasser, perd rapidement de terrain. En 3 jours, sa petite force aérienne de 34 appareils cesse pratiquement d'exister. L'armée israélienne capture Jérusalem-Est le 7 juin. Les parachutistes israéliens prient au mur occidental, le lieu le plus saint du judaïsme, inaccessible depuis 1948. Au nord, la Syrie attend. Ses dirigeants ont observé la destruction des forces égyptiennes et jordaniennes. Ils savent ce qui les attend. Le 9 juin, après un bombardement aérien intense, les chars et l'infanterie israélienne attaquent le plateau du Golan, une région fortement fortifiée dominant le nord d'Israël. Les interceptions radio révèlent les positions syriennes, les emplacements des bunkers, les mouvements des renforts. En 24 heures, Israël capture le Golan. Le 10 juin, un cessez-le-feu négocié par l'ONU entre en vigueur. 6 jours. 132 heures de combat. Environ 20 000 morts arabes, 800 Israéliens. Un pays de 2,5 millions d'habitants a vaincu une coalition de plus de 100 millions. Les chiffres sont trompeurs. La victoire n'était pas acquise d'avance. Elle résulte d'une préparation méticuleuse, d'une intelligence supérieure, d'une exécution impeccable et surtout d'une compréhension profonde de l'adversaire, obtenue grâce à l'interception des communications. L'unité 515 a prouvé que dans la guerre moderne, l'information est aussi cruciale que la puissance de feu. Connaître les intentions de l'ennemi avant qu'il acte, comprendre sa structure de commandement, anticiper ses mouvements, voilà les clés de la victoire. Les chars et les avions exécutent la guerre, mais c'est l'intelligence qui la gagne. Après la guerre, l'unité 515 sera rebaptisée Unité 8200. Elle deviendra l'une des organisations de renseignement électronique les plus performantes au monde, équivalente à la NSA américaine. Ses méthodes et ses succès de 1967 serviront de modèle pour des décennies. Mais elle connaîtra aussi des échecs. En 1973, lors de la guerre du Kippour, l'unité 848 ne parviendra pas à prévenir l'attaque surprise égyptio-syrienne. En torchef, l'information était là, mais elle n'a pas été correctement interprétée. 10 juin 1967, 18h30. Le silence retombe sur le Moyen-Orient après 6 jours de combats acharnés. Israël contrôle désormais la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan. Son territoire a triplé. Mais au-delà des gains territoriaux, cette guerre a transformé radicalement la géopolitique régionale et établi de nouveaux paradigmes militaires. L'opération Focus reste aujourd'hui étudiée dans toutes les académies militaires du monde comme l'exemple parfait d'une attaque aérienne préventive réussie. 452 avions arabes détruits contre 46 Israéliens perdus. Un ratio de presque 10 pour 1. Cette disproportion ne résulte pas d'une supériorité technologique, les MiG-21 égyptiens étaient comparables aux Mirage français, mais d'une préparation supérieure, d'un renseignement exceptionnel et d'une exécution impeccable. Les leçons tactiques sont nombreuses. Premièrement, la vulnérabilité des forces aériennes au sol. Les Égyptiens n'avaient construit aucun hangar durci pour protéger leurs appareils. Cette négligence leur a coûté leur aviation entière. Aujourd'hui, toutes les forces aériennes modernes construisent des abris renforcés en béton armé pour leurs avions les plus précieux. Deuxièmement, l'importance du renseignement électronique. L'unité 848 avait fourni une carte complète de l'ordre de bataille égyptien. Chaque avion, chaque radar, chaque batterie antiaérienne était localisée avec précision. Cette connaissance a permis de planifier des attaques chirurgicales, évitant les zones les plus dangereuses et frappant les points les plus vulnérables. Les armées modernes investissent massivement dans les capacités SIGINT, Signal Intelligence, depuis 1967.
Troisièmement, la valeur de l'entraînement intensif. Les pilotes israéliens avaient répété leur mission des dizaines de fois. Ils pouvaient naviguer vers leur cible sans GPS en suivant des points de repère visuels mémorisés. Cette maîtrise absolue leur a permis de maintenir le silence radio complet, préservant l'effet de surprise jusqu'au dernier moment. Les programmes d'entraînement des forces aériennes occidentales s'inspirent encore de ces méthodes. Sur le plan stratégique, la guerre des 6 jours a transformé Israël d'un État fragile, potentiellement menacé d'anéantissement, en puissance régionale dominante. La doctrine militaire israélienne a été validée. Frapper d'abord, frapper fort, remporter une victoire rapide avant que la communauté internationale n'impose un cessez-le-feu. Cette doctrine sera réappliquée en 1981 lors du bombardement du réacteur nucléaire irakien Osirak et influencera de nombreuses autres opérations préventives. Mais la victoire a aussi créé des problèmes durables. Israël se retrouve occupant des territoires peuplés de plus d'1 million de Palestiniens. La question de l'avenir de ces territoires domine encore la politique israélienne et internationale 57 ans plus tard. La résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée le 22 novembre 1967, appelle au retrait israélien des territoires occupés en échange de la paix. Cette résolution reste non appliquée. Le monde arabe sort humilié du conflit. Nasser, le champion du nationalisme arabe, voit son prestige s'effondrer. Il démissionne le 9 juin, mais est rappelé par des manifestations de masse au Caire. Il restera au pouvoir jusqu'à sa mort en 1970, mais son influence régionale ne se remettra jamais vraiment de la défaite. L'échec des armées conventionnelles arabes ouvrira la voie à de nouvelles formes de résistance, notamment le mouvement palestinien qui deviendra plus actif après 1967. Pour les États-Unis et l'Union soviétique, la guerre est un choc. Les Américains découvrent qu'Israël est un allié capable de se défendre seul, voire de vaincre des forces arabes équipées par l'URSS. L'aide militaire américaine à Israël augmentera considérablement dans les années suivantes. Les Soviétiques, eux, doivent réarmer entièrement les armées égyptiennes et syriennes. Ils envoient des milliers de conseillers militaires et des systèmes d'armes plus modernes, préparant le terrain pour la guerre du Kippour de 1973. La technologie militaire évolue rapidement après 1967. Les Israéliens partagent certaines de leurs innovations avec les Américains. Les bombes antipistes utilisées pendant l'opération Focus seront copiées et améliorées. Les techniques d'interception des communications inspireront les programmes de surveillance américains. L'importance accordée à la guerre électronique augmente dans tous les états-majors occidentaux. L'unité 848, devenue unité 8200 en 1972, continue de se développer. Elle recrute les meilleurs mathématiciens, informaticiens et linguistes d'Israël. Dans les années 1980 et 1990, elle sera impliquée dans de nombreuses opérations secrètes. On lui attribue le développement du verre informatique Stuxnet, qui a endommagé les centrifugeuses iraniennes en 2010, bien qu'Israël n'ait jamais confirmé son implication. L'unité emploie aujourd'hui plusieurs milliers de personnes et est considérée comme l'une des organisations de cyberguerre les plus avancées du monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En octobre 1973, Israël subira sa propre Pearl Harbor lors de l'attaque surprise du Yom Kippour. Cette fois, c'est l'Égypte qui utilisera la désinformation et le camouflage pour masquer ses préparatifs. L'unité 8200 interceptera des communications inquiétantes, mais les analystes n'en tireront pas les bonnes conclusions. Les généraux israéliens, confiants après la victoire de 1967, refuseront de croire qu'une attaque est imminente. La guerre du Kippour rappellera brutalement qu'en matière de renseignement, disposer de l'information n'est utile que si on l'interprète correctement. La guerre des 6 jours nous enseigne que la technologie militaire, aussi avancée soit-elle, ne garantit pas la victoire. Les Égyptiens possédaient des chasseurs modernes, des radars soviétiques récents, des missiles antiaériens. Mais il manquait de doctrine tactique cohérente, de commandement flexible et surtout de sécurité des communications. Les Israéliens ont exploité ces faiblesses avec une efficacité redoutable. Aujourd'hui, alors que nous vivons à l'ère de la cyberguerre, de l'intelligence artificielle et des drones, les principes établis en 1967 restent pertinents. Connaître son adversaire, protéger ses communications, frapper en premier si la survie est en jeu, coordonner parfaitement ses actions. Ces vérités intemporelles ont permis à un petit pays de vaincre une coalition qui le surpassait largement en nombre. L'opération Focus et la victoire israélienne de 1967 resteront dans l'histoire comme une démonstration magistrale de la manière dont l'intelligence combinée à une exécution tactique impeccable peut renverser un déséquilibre numérique apparemment insurmontable. C'était une guerre gagnée avant même le premier coup de feu.
dans les salles obscures où des analystes déchiffraient des codes et interceptaient des conversations, transformant l'information en avantage stratégique décisif. Alors, qu'en pensez-vous? Cette démonstration de supériorité de l'intelligence vous impressionne-t-elle? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si ce documentaire vous a captivé, abonnez-vous immédiatement à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres histoires fascinantes de la Seconde Guerre mondiale et des conflits modernes. Nous avons des dizaines d'opérations secrètes et de batailles méconnues à explorer ensemble. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire. À très bientôt pour une nouvelle Énigme militaire.